Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Maintenant que cette CAN 2024 a pris fin, on va revenir sur ce qui a empêché le Maroc de décrocher le trophée. On va donc s'intéresser aux points négatifs et positifs de notre équipe nationale au cours de cette compétition. On va également s'intéresser aux prochaines échéances à venir comme la CAN 2025, voir également les choses qu'on pourrait changer, les nouveaux joueurs qu'il faudrait convoquer. Bref, on va vraiment faire un petit récapitulatif et voir réellement quels sont les changements à effectuer dans le collectif marocain. On commence avec les points négatifs et selon moi le plus gros problème de notre équipe c'est le manque d'efficacité devant les buts. Et cela fait plusieurs années qu'on a ce même problème qui persiste. On a des attaquants qui sont d'ailleurs très bons en club, qui sont efficaces comme par exemple En-Nesyri qui enchaîne les buts avec le FC Séville. Mais lorsqu'il porte le maillot de l'équipe nationale, il loupe des occasions qui sont tout simplement inratables. Et il y a également d'autres exemples qu'on peut prendre. Bon, Amdallah, Chedira c'était des joueurs qui n'étaient pas présents en équipe nationale. Mais lorsqu'ils enfilaient le maillot de l'équipe nationale, ils faisaient des loupés inratables en fait tout simplement. Quand on regarde nos matchs, ça saute aux yeux. Le Maroc loupe beaucoup trop d'occasions. Et là, je vous ai parlé de En-Nesyri et de certains attaquants. Mais c'est également le même cas de figure pour certains ailiers comme Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Amin Adli qui sont plutôt bons en club, qui vont être efficaces, qui vont faire des différences également avec leur dribble en équipe nationale. Mais lorsqu'ils s'approchent du but, ils commencent à se mettre une pression. Ils font des loupés qui sont immanquables. Ils frappent au-dessus. Enfin bref, voilà, c'est un grand n'importe quoi. Et donc ça, c'est vraiment un aspect sur lequel les hommes de Regragui vont vraiment devoir travailler durant les prochains mois, voire même les prochaines années. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Et par rapport à nos attaquants qui commettent de gros loupés, ce qu'on demande, c'est pas la mer à boire. On demande simplement qu'ils cadrent leur ballon parce que croyez-moi, une passe qui va être cadrée est bien plus dangereuse qu'un gros tir puissant qui va aller sur le côté ou qui va carrément aller dans les tribunes. C'est juste ça qu'on leur demande. Cadrez vos ballons et ensuite on n'aura rien à vous dire. Le principal, c'est juste de cadrer son ballon. Et d'ailleurs, j'ai retenu plusieurs séquences qui montrent vraiment l'inefficacité de nos attaquants. En premier, on a tout simplement En-Nesyri face à l'Afrique du Sud plus En-Nesyri face à la RDC. Il y a un moment, il se présente devant le gardien Williams de l'Afrique du Sud. Alors, il prend le ballon du genou alors qu'il aurait pu essayer de plonger en taclant pour mettre le but. Il n'a pas réussi. Ensuite, contre la RDC, il a eu un superbe ballon qui a été distillé par je ne sais plus quel joueur. Il était juste devant le gardien de la RDC. Puis, il a pris 1000 ans avant de frapper, voire il n'a tout simplement pas frappé. Voilà, il s'est même pas arraché. Il n'a rien fait du tout sur cette action-là. Ensuite, on a Ezzalzouli qui a commis deux gros loupés, un contre la Tanzanie et un autre contre la Zambie. Et à chaque fois, il a effectué les mêmes loupés, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire un très bon crochet, à éliminer son joueur. Il s'est mis sur son pied gauche, mais à chaque fois, il a envoyé le ballon dans les tribunes. Donc ça va pas du tout encore une fois. Et pour finir, on a Amin Adli contre l'Afrique du Sud. Il a loupé cette fois-ci deux occasions pour sa part. Il a eu une occasion où il était bien lancé. Il avait largement le temps de pouvoir frapper, que ce soit du droit ou du gauche. Et au final, il a préféré en fait tout simplement s'approcher au maximum du but. Sur l'autre séquence, c'est également le même cas de figure. Il met beaucoup trop de temps avant de prendre une décision. Donc forcément, derrière, les défenseurs sud-africains ont le temps de revenir sur Amin Adli. Mais de façon générale, ce que j'ai remarqué par rapport à ce manque d'efficacité offensivement, c'est surtout qu'on a une prise de décision qui est beaucoup trop lente et les joueurs surtout essayent de se retrouver à chaque fois dans les meilleures dispositions pour tenter leur chance, pour frapper. Ils attendent vraiment de se retrouver dans la surface de réparation alors que parfois tu peux tenter des frappes lointaines, ça marche. Ziyech l'a fait contre la Tanzanie lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Il y a également d'autres joueurs marocains qui ont prouvé à quel point ça pouvait être une arme efficace, notamment Alioui contre la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2017. Enfin voilà, j'ai plein d'exemples en tête en tout cas à vous énumérer, mais de façon générale, je trouve qu'on s'approche beaucoup trop du but pour se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour frapper, alors qu'au final, parfois peut-être qu'il faut prendre une décision plus rapidement, peut-être qu'il faut frapper de loin, il faut un petit peu varier notre façon de fonctionner, il faut éviter de tout le temps faire descendre devant le but. Enfin bref, il y a plein de choses à corriger en tout cas concernant cette inefficacité et franchement, le problème c'est qu'en fait, ce que le Maroc réalise offensivement, c'est des choses qui sont tout à fait anticipables pour l'adversaire. Et pour finir, j'ai également remarqué que certains joueurs avaient tendance à être égoïstes. Alors lorsque le Maroc s'est retrouvé en 4 contre 3, en 5 contre 3, lorsque le Maroc était vraiment en supériorité numérique, il y a certains joueurs qui se sont tout simplement montrés beaucoup trop égoïstes et ça profite pas au collectif derrière parce que tu marques pas, donc tu te qualifies pas. On se tourne du côté du deuxième point négatif et je trouve qu'on se relâche lorsque l'on marque en premier ou plutôt lorsqu'on passe en deuxième mi-temps. Alors souvent le Maroc commence bien ses matchs avec la possession, avec des choses très intéressantes, des combinaisons sur le côté droit, sur le côté gauche, un milieu de terrain qui fonctionne bien, une défense qui ne prend pas l'eau. Bref, tout va bien en première mi-temps, mais lorsque on passe à la seconde période, souvent il y a un relâchement. Alors peut-être que cela s'explique
au vu de la chaleur, au vu de la fatigue qui s'accumule, mais c'est pas non plus une excuse parce qu'il y a des équipes dans cette CAN qui ont à chaque fois lors de leur match réalisé 90 minutes complètes. Moi justement, j'ai eu l'impression que durant cette compétition, notre équipe nationale n'était pas capable de jouer 90 minutes complètes à part contre la Tanzanie, mais sinon lorsqu'on regarde les autres matchs, contre la RDC, lorsqu'on a ouvert le score, on s'est complètement relâché. Contre la Zambie, c'était le même cas de figure. Contre l'Afrique du Sud, c'est un match tout à fait à part, mais on s'est un petit peu relâché en deuxième période lorsqu'on a pris d'ailleurs le but qu'ils ont inscrit. Bon, après, il y a eu une petite réaction d'orgueil, mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, moi je vois qu'on a surtout une équipe qui peine justement à jouer 90 minutes. Et pour finir concernant les points négatifs, on a tout simplement le fait que le système de jeu de Walid Regragui n'a pas évolué depuis la Coupe du Monde 2022. Alors on le sait, la Coupe du Monde c'est un événement qui est mondial. Toutes les équipes africaines ont pu un petit peu voir comment le Maroc a évolué durant cette compétition. On voyait que voilà, défensivement on était organisé en 4-1-4-1, offensivement en 4-3-3. On avait souvent la même manière de jouer à chaque match. Voilà, on essayait de jouer un petit peu à droite, d'allonger sur un autre côté, de dribbler, de traficoter un petit peu pour essayer tout simplement d'obtenir des situations. Et ben on a joué comme ça également durant cette CAN 2024 et donc forcément on a vu qu'à chaque fois lors de chaque match, les adversaires ils arrivaient à anticiper tout ce qu'on faisait puisqu'en fait on a fait exactement la même chose que lors de la Coupe du Monde. Il n'y a rien qui a évolué, moi je vous le dis, à part les combinaisons sur le côté droit entre Ziyech, Ounahi et Hakimi qui étaient relativement intéressantes. À part ça, il n'y a pas grand chose qui a changé. Et encore, ça, c'était quelque chose qui était déjà présent lors de la Coupe du Monde au Qatar, justement. Et c'est là où il y a réellement un problème. Et c'est pour ça que durant les prochains mois, il va falloir qu'il y ait un certain travail qui s'effectue pour faire en sorte d'avoir un jeu un peu plus varié. Comme toujours, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais selon moi, notre jeu n'a pas évolué depuis la Coupe du Monde 2022. Désormais, on va s'intéresser aux points positifs du Maroc durant cette CAN 2024 et le premier point positif que j'ai relevé, qui est d'ailleurs un très très bon point, c'est la cohésion qu'il a pu avoir entre les joueurs. Alors ça, on l'a directement vu lorsque Achraf Hakimi a loupé son penalty contre l'Afrique du Sud. Alors nous, en tant que supporters, on était tous à terre, autant vous dire que lui, il devait être plus que sous terre, hein, clairement. Et malgré ça, on a vu Harit, on a vu également d'autres joueurs venir le relever. On a vu qu'il y avait toute cette cohésion. Voilà, ils n'étaient pas en mode il a loupé le penalty, maintenant c'est à cause de lui si on perd. Non, ils n'étaient pas en mode comme ça. Ils étaient vraiment en pleine solidarité avec Achraf Hakimi et c'est là où on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une cohésion qui avait été formée. Alors est-ce que cette cohésion est complètement positive? Je sais pas, parce que justement j'ai l'impression que maintenant les joueurs ont une relation beaucoup trop fraternelle avec Walid Regragui. J'ai l'impression qu'ils le prennent un petit peu pour son pote, donc peut-être que Walid Regragui devrait revenir sur ses bases d'avant cette Coupe du Monde 2022, être peut-être un peu plus dur avec les joueurs, un peu plus exigeant et essayer de se faire un peu plus respecter. Parce que si il apparaît toujours comme leur pote, le grand frère, etc., moi je vous le dis, on n'ira jamais assez loin. Donc forcément, il va falloir mettre un peu plus d'autorité et faire surtout l'écart entre le joueur et l'entraîneur. Il y a une différence, donc les joueurs vont devoir s'adapter à tout ça. Mais de façon générale, moi ce que j'ai beaucoup aimé lors de cette Coupe d'Afrique, en tout cas concernant le Maroc, c'est qu'il y a une réelle cohésion qui s'est formée. Il y a un groupe qui était quand même sacrément uni. Ensuite, concernant le deuxième point positif, j'ai remarqué qu'il y a certaines individualités qui ont vraiment montré un très bon niveau lors de cette Coupe d'Afrique. On a tout simplement Aguerd qui a confirmé que c'était lui le boss en défense. Franchement, sans lui, je vous dis qu'à certains moments, on aurait pris l'eau, on aurait eu du mal, mais franchement, il n'y avait pas de problème lorsqu'il était là. Il se faisait respecter, on a vu qu'il était rapide, qu'il était bon en tacle, qu'il mettait l'impact. Il a fait tout parfaitement durant cette Coupe d'Afrique. Ça, c'est un des joueurs dont on peut le moins en vouloir, hein. Clairement, il a fait son taf de son côté en tout cas. Après, tu as également Ounahi qui a été très intéressant au milieu de terrain. Bon, il y a cette occasion loupée contre l'Afrique du Sud, mais à part ça, c'était parfait. Ensuite, tu as surtout Achraf Hakimi. Alors oui, il a loupé ce penalty contre l'Afrique du Sud, mais dans l'ensemble, c'est le joueur qui a créé le plus d'occasions lors de cette CAN 2024, alors que le gars est sorti en huitième de finale. Donc ça prouve à quel point il est réellement important. Voilà, quand tu as un joueur comme ça, qui a un défenseur droit qui te crée autant d'occasions, c'est qu'il a cette importance dans notre effectif et donc il faut qu'il continue sur cette lancée, puisque durant cette Coupe d'Afrique, je l'ai beaucoup vu apporter offensivement, défensivement. J'ai vu un joueur qui se donnait à fond sur le terrain et ça m'a fait plaisir honnêtement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, mais je trouve que Hakimi, il a plutôt été bon dans l'ensemble concernant cette CAN 2024. Et concernant Hakimi et Aguerd, on va surtout revenir sur le dernier point positif, c'est le fait que le Maroc reste avec une défense qui est quand même solide. Alors on va mettre de côté un petit peu ce match face à l'Afrique du Sud, puisque c'est un tout autre contexte, tu es mené au score, voilà, donc tu montes forcément, c'est pour ça que tu prends un deuxième but. Mais dans l'ensemble, on avait quand même une défense qui était solide. Et au final, j'ai envie de vous dire que si on prend le premier but contre l'Afrique du Sud, il ne faut pas en vouloir à Saïs, Aguerd, Hakimi ainsi que Mazraoui. Il faut plutôt en vouloir à Amellah qui n'a pas effectué le repli d'offensive pour couper la ligne de passe.
Et du coup, derrière, il a laissé tout simplement ses coéquipiers dans le mal. Mais hormis ça, franchement, on a quand même une défense qui reste solide, qui reste rassurante. Donc ça, c'est un très bon point. Et on sait à quel point c'est réellement l'une des plus grosses forces de notre équipe nationale. Maintenant, dans cette vidéo, on va parler de l'avenir et de la reconstruction de notre équipe nationale. Et pour bien commencer cette reconstruction, forcément, tu dois laisser certains cadres de côté, certains cadres qui t'ont été bénéfiques depuis des années, mais qui n'ont plus le niveau pour évoluer au haut niveau. Voilà, il faut se le dire, il n'y a aucun mal justement à reconnaître certaines vérités. Donc déjà, je pense qu'il y a 3 joueurs qui ont montré un niveau pas exceptionnel lors de cette Coupe d'Afrique 2024. On a tout simplement Amellah, En-Nesyri et tout simplement Saïs. Alors Saïs, j'ai envie de vous dire que c'est un cas un petit peu spécifique parce que bon, c'est un joueur que tu peux garder et qui dans l'ensemble a quand même été bon, mais il n'était pas non plus à son meilleur niveau. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'était pas le Saïs qu'on a vu lors de la Coupe du Monde 2022, parce que là, lui, autant vous dire que c'était Ramos, clairement. Mais concernant Amellah et En-Nesyri, c'est tout à fait justifié. Les 2 joueurs ont vraiment réalisé une Coupe d'Afrique catastrophique. Tu as En-Nesyri qui a loupé toutes ses occasions. Amellah également, lorsqu'il a eu des occasions, il les a loupées. Il a perdu beaucoup de ballons. Voilà, on voit que c'est mou dans les déplacements. Donc voilà, ces 2 joueurs-là, moi je vous le dis honnêtement, quand je vois la Coupe d'Afrique qu'ils ont pu réaliser et quand je vois le niveau qu'ils ont en club, c'est des joueurs que j'ai plus envie de revoir. Voilà, parce que tu as l'impression que quand ils sont en club, ils ont un niveau international, un niveau incroyable. Et lorsqu'ils arrivent avec le Maroc, et ils sont nuls en fait, tout simplement. Donc après s'être débarrassé des joueurs qui n'ont plus le niveau pour évoluer dans le Maroc, on va maintenant s'intéresser aux éventuels joueurs qui pourraient rejoindre notre équipe et réellement apporter un plus tout simplement à notre collectif. Alors déjà, je trouve qu'il faudrait essayer de favoriser le recrutement de joueurs évoluant en Afrique. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? On peut recruter des joueurs qui jouent dans le Botola, qui jouent dans le championnat égyptien et qui jouent dans le championnat sud-africain. Et donc ces joueurs-là, je vais vous les énoncer. On a tout d'abord Reda Slim qui évolue du côté de Al Ahly. Alors c'est un joueur qui était blessé avant cette Coupe d'Afrique 2024, mais je pense que Regragui dans tous les cas ne l'aurait pas convoqué, ce qui est plutôt dommage parce que c'est un joueur qui commence à gagner d'expérience, qui joue quand même dans un bon club, qui du côté de Al Ahly a pas mal de temps de jeu. Voilà, on voit que ses entrées sont très intéressantes sur le terrain, il apporte réellement un vrai plus à cette équipe égyptienne. Ensuite, tu as tout simplement Boutouil, joueur évoluant du côté de Sundowns en Afrique du Sud. Autant vous dire que pour ce match face à l'Afrique du Sud, c'est un joueur qui aurait été d'une importance immense, clairement, parce que c'est un joueur qui peut jouer défenseur central comme défenseur gauche, il est plutôt polyvalent, donc moi je ne sais pas encore une fois ce que Walid Regragui attend pour le convoquer. Ensuite, on va tout simplement chercher dans notre championnat le Botola Pro, et là franchement il y a vraiment des joueurs très intéressants. Abloud qui a plusieurs fois été convoqué en équipe nationale mais qui n'a pas encore reçu la moindre minute sous Regragui en tout cas. On a également Imrat à des phares de Rabat, voilà, l'AS Phare, c'est un joueur très intéressant. Et pour finir, en tant que Rajaoui, moi je vous le propose, Zerouni, joueur qui est plutôt en forme en ce moment, qui marque beaucoup, qui enchaîne les buts. Techniquement, c'est un très bon joueur parce qu'il a le pied droit, le pied gauche. Il a également une bonne capacité d'accélération. Donc voilà, franchement, moi je vous le dis, allons chercher proprement dans notre championnat le Botola Pro qui est le meilleur championnat de l'Afrique. Voilà, il faut le répéter encore une fois, bien évidemment, parce que ça, c'est factuel, c'est réel. Et c'est pour ça que moi, je peine à savoir pourquoi Walid Regragui ne convoque pas des joueurs de notre propre championnat qui peut-être seraient mieux pour tout simplement jouer une Coupe d'Afrique. Pas pour une Coupe du Monde, mais pour une Coupe d'Afrique, tu peux compter sur ce genre de joueurs-là, justement. À part tous ces joueurs-là qui évoluent en Afrique, on a également Brahim Diaz et Elias Benseghir qui sont 2 binationaux qui pourraient prochainement rejoindre notre équipe nationale. Alors là, franchement, ça va être 2 très gros renforts parce qu'on a des joueurs qui sont très prometteurs à l'avenir. On a Brahim Diaz qui commence à s'imposer de plus en plus au Real Madrid, qui commence à avoir un vrai poids dans cette équipe-là. Et donc, vous vous en doutez, s'il a du poids dans le Real Madrid, imaginez-vous juste le poids qu'il aurait pour notre équipe nationale. Il aurait un poids juste immense. Et juste à côté, tu as Benseghir qui n'a pas forcément toujours du temps de jeu en club, mais qui est encore très très jeune. Je crois bien qu'il a 18 ou 19 ans, donc forcément, il a encore le temps d'évoluer. Et quand on voit le niveau qu'il propose à son âge, c'est exceptionnel. Et c'est un joueur donc tu peux pas passer à côté, tu peux pas te dire ouais voilà il y a Benseghir, moi je laisse de côté. Non, quand tu as ce genre de joueur là que tu peux avoir, tu fais tout pour le ramener avec le Maroc, clairement. Concernant le 11 qu'on pourrait utiliser lors des prochaines échéances, alors je pense que Regragui va tenter beaucoup de joueurs, qu'il va effectuer certains tests. D'ailleurs, j'ai appris qu'il pourrait y avoir le retour de certains joueurs comme Ryan Mahé, Raimi, bref, on pourrait voir des joueurs qu'on n'a jamais vus sous Regragui revenir justement en équipe nationale. Ça pourrait être plutôt pas mal, puisque je vous en ai pas parlé, mais Raimi, c'est aussi un joueur qui mériterait 100 fois d'être convoqué en équipe nationale, moi je vous le dis clairement. Donc par rapport au 11 que le Maroc pourrait utiliser, en tout cas, je pense qu'il faudrait faire un 11 composé de jeunes joueurs qui pourraient apporter une certaine folie et
l'intensité également à notre jeu, à nos attaques. Mais il faudrait également garder certains cadres, certains joueurs d'expérience comme Aguerd, Yacine Bounou, etc. Ça, c'est logique. C'est aussi des joueurs qui déçoivent jamais, donc forcément, tu es obligé de les garder. Et en ce qui concerne le dispositif, le Maroc peut utiliser n'importe quel type de dispositif. On peut jouer à 2 attaquants, à 3 attaquants, à un seul attaquant, dans un 4-2-3-1. Enfin bref, on peut tout tenter, mais le principal est réellement de garder cette base de 4 défenseurs parce que, en tout cas, en ce qui nous concerne, défensivement, ce qui nous a permis de toujours être solide, c'est réellement cette défense à 4 avec Hakimi, Achatalla, Saïs et Aguerd, à voir si on aurait une charnière centrale, pourquoi pas inédite entre Chadi Riyad et Aguerd. Moi, clairement, je parie sur cette charnière-là, j'ai envie de la voir, hein. Clairement, ça peut être très intéressant. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport au futur 11 du Maroc à l'approche de cette CAN 2025. Mais moi, je pense que honnêtement, avec ce 11-là, tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec cette base de 4 défenseurs. Ensuite, tu peux mettre un Brahim Diaz et rejoindre le Maroc. Tu peux mettre plein d'autres joueurs également très intéressants. Pourquoi pas un Reda Slim en tant que titulaire sur le flanc gauche. Franchement, il faut être réaliste au bout d'un moment. Il faut donner la chance à d'autres joueurs de montrer tout simplement ce qu'ils valent sur le terrain. Parce que tel joueur qui joue au Bayern, l'autre qui joue à Al-Ali, etc., ça veut rien dire du tout. Parce que voilà, il y en a un qui connaît bien le football africain et l'autre qui a aucune connaissance vis-à-vis de cela. Et pour vraiment finir cette vidéo, un petit mot sur la CAN 2025. Déjà, je pense qu'on doit être optimiste, tout simplement parce qu'elle se déroule à domicile. Et on sait que le Maroc perd très peu de matchs à domicile. Trouvez-moi le dernier match que le Maroc a perdu à domicile. Croyez-moi, il faut remonter il y a très très longtemps. Je crois bien que c'était une défaite sur le score de 2-1 ou 3-2 face au Gabon. C'était un des premiers matchs sous Vaïd. Donc au final, sous Rekraki, le Maroc n'a jamais perdu à domicile. Donc ça, c'est une très grosse donnée à prendre en compte. Et logiquement, voilà, on va voir une équipe un peu plus tranchante qui va tout écraser et qui aura relativement aucune excuse, hein. C'est-à-dire que là, il y aura la qualité des terrains, il y aura les supporters, il y aura les bonnes conditions. Donc là, logiquement, cette Coupe d'Afrique au Maroc, tu dois absolument la remporter. En tout cas, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, je te remercie franchement si tu l'as regardée dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine.